À la fin du roman de Pierre Boulle, La planète des singes, Ulysse, le protagoniste, revient sur Terre et découvre avec stupeur que les singes ont remplacé l'homme. Il n'est jamais expliqué comment les singes sont devenus l'espèce dominante, et les aventures de Ulysse s'arrêtent peu après avoir découvert les vestiges humains sur la planète des singes. Et malgré les différences avec le film, il se termine finalement de la même façon. Il n'y a pas besoin de savoir comment la Terre est devenue la planète des singes, ni ce que Taylor va devenir. Mais vous commencez à connaître la chanson, quand tu fais un film à succès sous la coupe d'un grand studio d'Hollywood, les demandes de suite commencent à pleuvoir, et évidemment la planète des singes ne déroge pas à cette règle. Entre 1970 et 1974, c'est 4 suites qui vont voir le jour. Le secret de la planète des singes en 70, Les évadés de la planète des singes en 71, La conquête de la planète des singes en 72, et enfin La bataille de la planète des singes en 74. Alors est-ce que ça valait le coup? Est-il possible de faire une suite au chef-d'œuvre qui est le film original? C'est ce qu'on va découvrir. Salut à tous et bienvenue dans la caverne, et aujourd'hui comme promis, on s'attaque aux 4 suites de la planète des singes. By humans. He said. No. My God, it's a city of apes. Après le succès phénoménal du premier film, la Fox met rapidement la pression au producteur Arthur P. Jacobs pour sortir une suite, ce qui semble très courant de nos jours, mais qui à l'époque se faisait pas tant que ça. Donc merci à la planète des singes de nous avoir donné indirectement des chefs-d'œuvre comme Pacific Rim Uprising ou Les Dents de la Mer 4. Bref. Et c'est après pas mal de réticences que les producteurs vont se tourner vers Pierre Boulle, qui va proposer un scénario où Taylor continue son exploration de la Terre 2000 ans plus tard, et faisant écho à ses paroles dans le premier film, prend la tête des humains primitifs et fonde une communauté qui finira par détruire la cité des singes dans une fin qui était extrêmement triste où Zira et Cornelius se suicidaient et où Taylor se faisait abattre. Mais les idées de Boulle ne plaisent pas aux producteurs, qui décident de partir vers un scénario bien différent. Un scénario que j'aurais préféré ne jamais voir adapté à l'écran dans ce film sans conviction, mou et redondant qu'on appelle Le secret de la planète des singes. Le film continue juste après la fin du premier film. On a même le droit de revoir cette superbe scène de fin, et après s'être remis de ses émotions, Taylor remonte à cheval et continue d'explorer la zone interdite. En parallèle, on découvre Brent, seul rescapé d'une mission de sauvetage envoyée à la recherche de Taylor, mais qui a subi les mêmes perturbations temporelles et se retrouve aussi naufragé sur la planète des singes. Après avoir enterré ses autres membres d'équipage, Brent tombe sur Nova, seul et chevauchant le cheval de Taylor. On apprend que ce dernier, en explorant la zone interdite, est tombé sur des effets spéciaux de 1970, mais que, ne connaissant pas encore les images de synthèse, il se laissa berner et tomba à travers le fond vert. Mais évidemment, comme Nova ne sert toujours à rien, elle peut pas vraiment expliquer à Brent que Taylor est coincé dans les backrooms. Donc, quand notre Taylor de Wish demande à Nova de l'amener au personnage bien supérieur dont il n'est qu'une pâle imitation, cette dernière le ramène par défaut à la cité des singes. Et c'est ici que l'on revoit enfin des personnages intéressants. Déjà, Zaius est de retour, mais surtout Cornelius et Zira, qui apparemment ne sont pas très inquiétés par leur procès imminent pour hérésie. Brent continue de loin d'observer l'assemblée des singes, et on se rend compte que les gorilles vont avoir un rôle bien plus important dans ce film que dans son prédécesseur, notamment à travers le personnage de Ursus, général de l'armée, qui essaye de convaincre les singes de monter une expédition pour anéantir les humains qui seraient cachés dans la zone interdite. Vous savez, l'hypothèse que Zaius utilisait pour expliquer l'existence de Taylor dans le premier film. Bon, alors je vais accélérer la cadence, parce que le film fait 1h30 et j'ai pas envie que cette vidéo fasse la même durée, mais en gros, ils se font capturer, ils s'échappent, ils se refont capturer, ils se rééchappent. Tout le milieu du film est chiant au possible, et quand je dis le milieu, je dis bien genre 1 heure entière au milieu où on se fait chier. Mais il y a quand même quelques scènes vraiment rigolotes et assez goldées, comme par exemple ce moment où Zira essaie de cacher le fait qu'il y a un deuxième humain qui peut parler à Zaius, et elle se retrouve à dire « Oh ouais, j'ai un linge au visage parce que Cornelius m'a frappé », et Zaius dit « Oh bah, je t'en veux pas, c'est normal », et Zira fait « Oh oui, je lui en veux pas non plus », enfin bref, montre-moi que le film a été fait en 70. Enfin bref, tant que les singes, eux, sont en train de s'armer et de monter vraiment un bataillon pour aller exploser la zone interdite, alors que je rappelle qu'ils sont même pas sûrs qu'il y ait des humains dedans, Brent, lui, explore la zone interdite un peu à la recherche de Taylor, mais surtout d'un moyen d'échapper aux singes. Et là, préparez-vous, parce que le film va partir en couille. Alors, au détour d'une caverne, t'as la ref, c'est ma chaîne, Brent tombe sur les décombres de New York ensevelis sous les gravats. Je dois admettre sur ce coup-là, l'idée est plutôt stylée, en vrai, les décors sont vraiment pas mal, et va explorer, en passant devant la place de la Bourse et autres monuments assez historiques, pour ensuite arriver devant une église, où il va y avoir un bruit très désagréable et encore plus pour ma piste de montage, genre putain ça tue les oreilles. Il va suivre
l'origine de ce bruit, est tombé sur des humains. Comme quoi les singes se sont pas vraiment foulés le cul parce qu'en 2000 ans ils les ont pas trouvés alors que le gars il est là depuis genre 24 heures et il a trouvé une civilisation entière. Et là, je vous dis, ça part en couille. Déjà, les mutants, parce que c'est pas des humains, c'est des mutants, bref, parlent par la pensée, ils sont télépathes. Admettons, ils disent que c'est de la faute des radiations, admettons. Mais pour une raison qui m'échappe, au lieu de juste entendre ce qu'ils ont à dire, ça fait pit. Et après Brent il fait je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que blablabli blablabla. Vous savez un peu la technique Chewbacca. Et même si c'est très drôle de voir un gars monologuer pendant genre plus de 20 minutes contre des gars qui en face ont juste des petits mouvements de tête avec un tout petit bruit qui fait pit à chaque fois qu'ils parlent. Heureusement, au bout d'un moment, ils finissent par parler pour de vrai. Et ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par parler pour de vrai, même quand ils sont entre eux. Après un petit peu de discussion, Brent se rend compte que les mutants vouent un culte à une bombe atomique et décide qu'il ne les aidera pas dans leur guerre qui va les opposer aux singes. Il est donc jeté en prison, et c'est là qu'il retrouve Taylor. Et bah dis donc, j'avais presque oublié qu'il était dans le film celui-là, ça fait presque 1 heure qu'on l'a pas vu quand même. Et les mutants veulent réparer cet affront en forçant Taylor et Brent à s'entretuer. Mais Nova arrive et prononce le nom de Taylor, ce qui empêche le télépathe de se concentrer, ce qui permet à Brent et Taylor de faire équipe pour le combattre. Ils arrivent à s'enfuir à peu près au moment où les singes commencent à investir la cité des mutants. Et c'est hélas au détour d'un couloir que Nova meurt tuée par un singe. Ouais, attendez, faut que je fasse une pause, je suis dévasté par cette mort. Bref, donc du coup, Brent et Taylor arrivent dans la salle de prière où se trouve déjà l'engin atomique, mais surtout les singes qui, après avoir tué le prêtre, se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire d'une putain de bombe nucléaire. Alors, pour une raison qui m'échappe, ils commencent à essayer de la faire descendre avec des poulies et des cordes, mais Taylor et Brent s'interposent, et c'est là que Taylor est blessé et Brent est littéralement fusillé. C'est dans son dernier souffle de vie que Taylor s'approche du mécanisme de détonation de la bombe. Il a fait exploser. Le film se termine sur un grand fondu au blanc et par une voix off qui nous raconte que le 3e satellite de l'étoile que l'on appelle Soleil est désormais une planète morte. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film ? Je pense que vous le savez déjà, je le déteste, c'est incroyable. Passer d'un des films qui m'a le plus surpris de tous les temps de par ses qualités à cette énorme bouse qu'on appelle Le Secret de la planète des singes, c'est une sacrée douche froide. C'était tellement chiant par moments que j'ai failli arrêter de le regarder. Sans que déjà la réal et le montage font que tout est chiant avec des plans qui durent des années pour aucune raison, mais en plus, c'est de la redite du premier film quand on regarde plus près. Un humain, naufragé sur la planète des singes, qui va découvrir la cité des singes, tenter d'en réchapper, découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Franchement, c'est juste le premier film. Et si on enlève toute cette 3e partie avec les mutants, qui certes fait aucun sens et est complètement stupide, mais au moins rajoute un petit peu de vie dans un film qui en est terriblement dénué, s'il n'y avait pas ça, on se ferait juste chier. Et si vous pensez que mon résumé est peut-être trop résumé, voire un peu foireux, franchement, non. J'ai laissé de côté aucune scène ultra importante pour le scénario. C'est un monstre d'ennui ce film, il se passe rien dedans. Après, le film est pas dénué de tout intérêt. Déjà, je suis super content qu'ils explorent un peu plus cette peur du nucléaire, qui n'était qu'une arrière-pensée, une trame de fond dans le premier film, mais qui ici prend tout son ampleur. Et aussi, cette fin avec la bombe nucléaire qui détruit la Terre. Certes, son but c'est juste de capitaliser sur l'effet choc qu'avait eu la fin du premier film, et pour moi, c'est réussi. Quand on voit Taylor activer la bombe, on est vraiment surpris de « Oh la vache, il l'a vraiment fait, il a détruit le monde !» Et là, sur ce coup-là, on pourra jamais retirer ça au film. Mais ces maigres compensations ne sont vraiment pas suffisantes face à un film qui reste la plupart du temps totalement soporifique et qui m'a fait peur, parce que je vous rappelle que moi j'étais parti pour regarder les 4 films quasiment d'un coup, et je me suis dit, dis donc, si c'est ça la qualité des suites de la planète des singes, je suis dans une merde noire. Et j'avais presque envie d'abandonner et de me dire, ouais, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Mais bon, j'ai poussé, et heureusement que je l'ai fait, parce que après Le Secret de la planète des singes, c'est-à-dire 1 an plus tard, sortait un film bien meilleur, bien plus fun, et que personnellement j'ai adoré, Les Évadés de la planète des singes. Même si pour moi Secret est la pire suite, c'est loin d'être un flop. Pour un budget de 3 millions de dollars, le film en rapporte presque 19. Alors c'est loin des 30 millions de dollars de l'original, mais c'est quand même bien suffisant. Déjà pour être rentable, mais aussi pour qu'une nouvelle suite soit mise en chantier.
Mais il va falloir faire des économies, la franchise commence déjà à perdre de la vitesse et la Fox resserre encore plus le budget de cette nouvelle suite. Et cette fois-ci, on ignore complètement la case Pierre Boulle pour directement demander un script à Paul Dehn, déjà à l'œuvre sur Secret de la planète des singes. Mais les idées manquent vite, bah ouais, la Terre a explosé à la fin du deuxième film, alors on fait comment? C'est à ce moment que Dehn va avoir une idée qui va permettre de réduire déjà les coûts de production, de continuer l'histoire de la planète des singes, et même de réutiliser des idées du roman originel de Boulle qui avait été laissé de côté lors de la première adaptation, le voyage dans le temps. Puisque les détails du déplacement temporel de Taylor et de Brent n'ont jamais été expliqués, Dehn capitalise là-dessus en partant du principe que le voyage fonctionne dans les deux sens. Le film s'ouvre donc sur le vaisseau de Taylor s'écrasant à notre époque dans le Pacifique, près de la côte ouest américaine. L'armée est dépêchée sur place pour extirper les potentiels survivants de l'appareil, et sont bien surpris de voir que les occupants ne sont pas les humains qui étaient partis, mais des singes. Les habitants du vaisseau sont Zira et Cornelius qu'on commence à bien connaître, et ça fait plaisir de les revoir parce que leur rôle dans Secret était plus qu'anecdotique, et on rencontre également Milo, un autre chimpanzé à l'intellect impressionnant, et qui est celui qui a réparé le vaisseau de Taylor. Alors, comment a-t-il réussi à sortir le vaisseau de l'eau et le réparer en si peu de temps? On saura jamais, mais si c'est pour nous offrir un scénario qui est au moins un peu original, franchement je prends. Les trois singes-astronautes sont escortés jusqu'aux eaux de Los Angeles afin d'y être examinés parce que des singes qui pilotent un vaisseau spatial et qui amènent un change de vêtements, ça court pas les rues. Afin de mieux comprendre comment il fonctionne, l'armée fait appel à Lewis Dingson et Stephanie Branton, deux experts en comportement animal qui dès leur arrivée commencent à tester l'intellect des trois visiteurs du futur. C'est une scène vraiment marrante parce qu'on voit bien à quel point Zira est exaspérée par les tests complètement débiles qu'elle doit effectuer, même si Milo leur a fait promettre de garder le silence pour éviter d'être disséqués et de s'attirer les foudres de la race humaine. Mais apparemment se mettre à dos toute une espèce n'est pas vraiment quelque chose qui inquiète Zira puisque sa patience elle aussi a ses limites et elle peut pas s'empêcher de lâcher une petite remarque d'exaspération à force d'être prise pour une conne. Ce qui fait forte impression déjà sur Stephanie qui tombe dans les pommes, mais aussi sur Cornelius qui accepte pas vraiment le fait que leur couverture soit grillée. Et dans l'engueulade qui suit, Milo essaye de trouver un plan de secours, mais les coups de voix de Zira et Cornelius énervent le mec déguisé en gorille de la cage d'à côté, qui juge que 3 maquillages de singe c'est peut-être un peu trop pour le budget, et qui tue du coup Milo. Lewis et Stephanie ne peuvent que constater les dégâts quand ils reviennent, et essayent d'abord de conforter Zira, mais surtout de comprendre d'où viennent ces singes et comment ils peuvent parler. C'est à peu près au même moment que le président des États-Unis demande la création d'une commission d'enquête pour comprendre comment des singes ont réussi à prendre le contrôle du vaisseau de Taylor et ce qui est arrivé à ce dernier. C'est devant cette commission que Lewis va révéler d'abord que les deux singes peuvent parler, mais après quelques moqueries de l'assemblée, il arrive à tous les surprendre lorsque Zira prononce son nom. Mais bon, il pense que c'est juste un singe conditionné à imiter la parole humaine, comme Zaius l'avait pensé pour Taylor dans le premier film. Et ce n'est qu'après un petit trait d'humour de Cornelius que la commission admet l'intelligence des deux chimpanzés, et que le sujet de la rencontre prend une autre tournure. L'assemblée tient absolument à savoir d'où viennent les singes, et après avoir tourné autour du pot, Zira révèle qu'ils viennent du futur de la Terre, et qu'ils ont fui la guerre déclenchée par les gorilles qu'on a vu dans l'opus précédent. Après le passage devant la commission, Zira décide de dire toute la vérité à Lewis et Stephanie, sur le sort de Taylor, sur la condition humaine sur la planète des singes, sur la destruction du monde lors de la guerre des gorilles. Et c'est aussi à ce moment que l'on est introduit à l'antagoniste principal du film, le docteur Halslin. Il est l'un des membres du comité d'enquête, mais il dément pas que Zira et Cornelius viennent du futur, mais il veut absolument savoir pourquoi l'homme n'est plus l'espèce dominante sur la Terre dans le futur. Et il sera finalement le seul vrai antagoniste du film, parce que le reste du comité et des humains en général sont vraiment fans de Zira et Cornelius, comme on le voit dans le montage de scène qui suit, où ils vont être invités à refaire leur garde-robe, à participer à des soirées mondaines où Zira découvrira les merveilles de l'alcool, ou à un match de boxe. Mais lors d'une visite au musée, Zira s'évanouit et révèle à Halslin qu'elle est enceinte. Il la raccompagne à son hôtel et accède à sa requête quand elle demande du champagne. Mais il y va généreusement en plus, non mais attends, il est pas censé être docteur? Ok, blague à part, la scène m'a fait halluciner quand je l'ai vu pour la première fois, du coup je me suis renseigné, et figurez-vous qu'on ne connaissait pas l'impact négatif de l'alcool sur une grossesse avant le milieu des années 70. Du coup, vu que le film est sorti en 71, ça fait parfaitement sens pour l'époque. Mais bon, revenons à nos singes. Zira, maintenant ronde comme une queue de pelle, en dit un peu trop à Halslin sur le sort de la Terre qui sera détruite lorsque eux partiront en 3955. Et le bon docteur n'en veut pas vraiment à Zira ni à Cornelius, mais il est sûr que si la Terre devient la planète des singes, alors elle sera inévitablement détruite.
Il arrive donc à convaincre la commission que même si tuer les nouvelles coqueluches de l'Amérique est impossible, il faut au moins les empêcher de se reproduire, car la naissance d'un singe intelligent déclenchera une réaction en chaîne qui aboutira 2000 ans plus tard par la destruction de la Terre. Pour en savoir plus, il arrive également à convaincre le gouvernement de le laisser faire interroger les 2 singes par la CIA, et c'est lors de cet interrogatoire que Cornelius explique l'histoire de la planète des singes. Comment une maladie a forcé l'homme à éradiquer les chats et les chiens, comment l'homme, incapable de vivre sans animal de compagnie, commença à utiliser le singe comme compagnon, un compagnon bien plus intelligent qu'il dressa pour faire des tâches ingrates à sa place, comme la cuisine, les courses, les services au restaurant. Il explique comment le singe comprit le concept de l'esclavage et comment Aldo, le premier singe pouvant parler, prononça un mot qu'il avait 1000 fois entendu de la bouche des humains, et il dit non. Il explique comment, quand l'homme causa sa propre destruction dans les bombardements atomiques, le singe, enfin vraiment libre de son maître humain, prit le contrôle de la Terre et comment la planète des singes fut née. Mais l'interrogatoire devient de plus en plus musclé, la CIA injecte même à Zira un sérum de vérité et continue de les maintenir prisonniers. Cornelius, à bout de nerfs et sous la provocation d'un infirmier qui ne cesse de le qualifier de macaque. Alors, petit aparté, je sais que dans le film, ils disent singe, parce qu'en version originale, ils font la distinction entre monkey et ape, où monkey est utilisé comme un terme péjoratif et ape comme le terme général. Sauf qu'en VF, on perd un peu cette distinction. Alors oui, en VF, l'infirmier va dire singe, mais je pense que macaque est une meilleure traduction pour garder l'aspect presque injurié du mot. Bref. Cornelius pète un câble, renverse l'infirmier et saisit Zira pour prendre la fuite, sans savoir que sa bousculade a malencontreusement tué l'infirmier, donnant à Alcine les arguments dont il avait besoin pour ordonner la mise à mort des 2 chimpanzés. C'est évidemment à ce moment que les contractions de Zira commencent, et c'est grâce à l'aide de Lewis que Zira peut accoucher dans le cirque d'Armando, un ami de Lewis depuis que ce dernier avait aidé une de ses chimpanzés à mettre bas 1 mois auparavant. Le groupe de fugitifs pense donc pouvoir faire profil bas dans le cirque après la naissance du fils de Zira, mais ils apprennent que Alcine compte bien faire fouiller tous les zoos et tous les cirques de la ville. Contraints de fuir, ils se réfugient dans un bateau abandonné au port, mais sont rattrapés par l'armée, devenue hostile, qui les abat après une confrontation finale contre le docteur Alcine. Zira jette le cadavre de son enfant dans l'eau du port sous le regard horrifié de Stéphanie et Lewis et va s'effondrer sur le cadavre de Cornelius. Le film se termine sur un plan du chimpanzé du cirque qui appelle maman, faisant déjà écho à la poupée trouvée dans les ruines du premier film et révélant que Zira a échangé son fils avec celui né 1 mois auparavant et que l'avenir de la Terre est maintenant scellé. Bon, je vais pas mentir, malgré cette fin ultra déprimante, c'est pour moi la meilleure suite parmi les 4. C'est fun, c'est intéressant et on exploite très bien l'une des plus grandes forces du film original, son esprit. La planète des singes est au plus haut quand 2 personnages qui sont loin d'être cons débattent de leurs idées et remettent en question leurs croyances. Et ce film est rempli de moments comme ça. Comme par exemple le débat entre le président et Alcine sur la nature du temps, le concept de destin et de savoir s'il est possible ou non de changer le futur. C'est vraiment dans ces grands moments de dialogue que la franchise brille, parce que c'est honnêtement pas avec ces scènes d'action que la franchise restera dans les annales. Aussi, je le disais plus tôt, mais certaines scènes sont en fait des scènes tirées du roman original de Boole, mais où les rôles des singes et des humains sont inversés. Rappelez-vous, le roman original montrait une civilisation singe bien plus évoluée, mais le choix avait été fait de réduire cet aspect pour économiser du budget. Mais maintenant que les singes se baladent dans notre civilisation qui est bien plus évoluée, on peut enfin adapter ces scènes, même si les rôles ont été inversés. Et c'est vachement intelligent, et en plus, ça donne un côté assez généreux au film. On n'a pas le temps de s'ennuyer, et ça fait plaisir de voir un film qui prend le temps de se concentrer sur ses personnages. Des personnages qui sont intelligents et vraiment crédibles. Parce que même si on n'adhère pas aux actions de Alcine, qui devient un peu trop méchant pas beau dans le dernier acte, on comprend son raisonnement, qui est plausible et logique, ce qui ajoute beaucoup à l'immersion. On se dit que peut-être à sa place on aurait agi pareil. Autre point fort de ce film, c'est son ton bien plus léger, si on retire évidemment cette scène de fin. Parce que le film va s'autoriser des petits traits d'humour ça et là, et c'est bienvenu après la fin ultra pessimiste des 2 derniers opus. Parce que même si ce film termine en tragédie, il est quand même bon de voir un environnement où la tolérance est de mise, et où les adversaires des protagonistes sont enfin en minorité. Honnêtement, on est face à un film fort sympathique que j'aurais aucun mal à revisiter un jour, et je suis pas le seul là-dessus. Les Évadés de la planète des singes est souvent vu comme la meilleure suite parmi les 4 suites originales. Parce que, hélas, après ce point d'orgue, la saga de la planète des singes n'atteindra plus jamais le même niveau, et ça se voit dès la prochaine entrée, la conquête de la planète des singes. Tonight, we have seen the birth
of the planet of the apes! Finalement, le cycle se répète pour la planète des singes, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'écran. Déjà, cette suite aura moins de budget que Les Évadés, qui avait déjà dû réduire les coûts et qui avait serré pas mal les fesses, mais qui avait réussi en n'ayant que 2 singes à l'écran. Sauf que là, il faut montrer la révolution simiesque décrite par Cornelius dans Les Évadés. Et avec moins de 2 millions de dollars de budget, c'est loin d'être facile. Est-ce que c'est réussi? C'est ce qu'on va voir. Après un générique où on voit le quotidien des singes dans un centre de conditionnement, on est de nouveau introduit à Armando et au fils de Zira et Cornelius qui se fait maintenant appeler César. Ils sont en ville pour promouvoir le cirque et passent donc de commerce en commerce pour distribuer les prospectus. C'est un bon moyen de découvrir cette société qui, comme l'expliquait Cornelius dans l'opus précédent, a dû se défaire des chats et des chiens et adopter le singe comme animal de compagnie. Mais là où Cornelius nous disait qu'il aurait fallu 200 ans pour que les singes apprennent à effectuer des tâches ménagères, ici il ne leur aura fallu que 20 ans. Erreur de continuité, nouveau futur, je vous laisse faire votre avis, mais en se baladant en ville, on voit que César est de plus en plus outré par la condition des singes. Maltraité, exploité, battu. Au bout d'un moment, c'en est trop pour lui, il décide qu'il ne peut pas rester sans agir, et il ne peut pas s'empêcher de maudire les humains qui attaquent son espèce. La provenance de ses cris est masquée par la foule qui l'entoure, mais les policiers sont surpris parce que l'insulte qu'il aurait proférée est un peu trop spécifique pour venir d'un homme. Et ils vont tout de suite être suspicieux de César, et commencent à lui mettre la pression à lui et à Armando, mais une distraction leur permet de s'enfuir. Pour essayer de lever les soupçons, Armando décide de se rendre au commissariat pour déclarer que César s'est enfui depuis quelques jours et qu'il est perdu en ville. Il explique à César que si jamais il revient pas avant la nuit, ce dernier doit essayer de se faire passer pour un singe nouvellement arrivé et se fondre avec les siens. C'est exactement ce qui se passe, et comme Armando est retenu au commissariat, César se glisse dans une cargaison d'orang-outans et finit dans le camp de conditionnement qu'on avait vu pendant le générique. Dans une scène assez chaotique et cruelle, on découvre le quotidien du camp. Les singes sont conditionnés électriquement à craindre le mot non, ils sont forcés à affronter les flammes malgré leur instinct, et on leur apprend comment faire le service dans un restaurant. C'est une scène assez crue qui montre la méchanceté de l'homme et qui sera opposée à la compassion de César lorsqu'il partage son repas avec ses compagnons de cellule. Après avoir passé avec évidemment brio les tests de conditionnement, César est amené sur la place pour être vendu aux enchères. J'espère que vous comprenez le parallèle entre ce qui est en train d'arriver à l'écran et des événements réels de l'histoire américaine, on y reviendra plus tard. Et c'est finalement le gouverneur Break qui va décider d'acheter César pour lui-même, puisque c'est le premier de sa classe. Après une légère confrontation entre Break et César, où Break ne sait pas encore que César est un singe qui parle, le gouverneur décide que César n'a pas l'étoffe d'un domestique et l'affecte au centre de commandement de l'armée, ce qui est un présage du rôle que César s'apprête à endosser. Parce qu'en parallèle, l'interrogatoire d'Armando se poursuit, et il est maintenant sujet à un détecteur de mensonges. Désespéré, à court d'options et à bout de force, Armando préfère se jeter par la fenêtre plutôt que révéler le secret de César. Pour Break, c'est la preuve irréfutable qu'il est coupable, et il en informe le personnel du centre de commandement, donc César par la même occasion, qui, complètement chamboulé par la mort de son ami et de son père presque, décide de renverser le régime de Beck en encourageant les autres singes à se rebeller, déjà en refusant de faire leur travail, mais aussi en manipulant les demandes d'inventaire pour récupérer des armes et des outils, afin de préparer l'inéluctable révolution dont le gouverneur Break a si peur. De son côté d'ailleurs, le gouverneur avance dans sa petite enquête et il apprend finalement que le singe d'Armando n'est autre que le singe qu'il avait lui-même acheté. Il demande à son second, McDonald, de lui ramener César, mais ce dernier se rebelle et aide le chimpanzé à s'enfuir. C'est une scène extrêmement forte, d'un côté César, esclave des hommes, et de l'autre McDonald, lui-même descendant d'esclaves, et qui ne sait que trop bien que la liberté et l'égalité sont des valeurs pour lesquelles il faut se battre. Mais l'aide de McDonald n'est pas très efficace puisque César se fait tout de même capturer et torturer par Break qui le somme de parler afin de confirmer ses suspicions. McDonald, feignant de ne pas pouvoir supporter un tel spectacle, s'éclipse de la salle pour désactiver l'alimentation de la table électrique juste à temps pour éviter à César une décharge qui aurait dû lui être fatale. Laissé pour mort, César s'enfuit et lance sa révolution, prenant d'assaut d'abord le camp de conditionnement, puis la place de la vente et finissant par envahir le centre de commandement pour une dernière confrontation avec Break. César cherche des réponses, il veut savoir pourquoi l'homme qui aimait tant ses chats et ses chiens s'est senti obligé de transformer les singes en esclaves. Ce à quoi Break répond que l'homme descend du singe, que le singe représente la nature sauvage de l'homme, une nature dont il a honte et qui doit être battue et soumise sous peur qu'elle prenne le dessus. César se prépare à exécuter Break, mais est arrêté par McDonald qui lui demande de faire preuve de l'humanité et de la compassion qui lui avait été refusée.
César au début ne veut pas entendre raison, il promet que sa révolution montrera l'exemple et que l'homme voué à s'autodétruire finira un jour par disparaître et qu'il tirera lui-même les singes des décombres de la civilisation humaine pour créer une civilisation meilleure sans aucun humain à ses côtés. Mais il choisit quand même d'arrêter le carnage après que Lisa, sa compagne, acquiert de nulle part le don de parole et balbutie un nom qui le convainc de laisser tomber ses armes. Pris d'un élan inespéré de compassion, César promet que son règne ne se fera pas dans la peur et le sang, mais dans la tolérance et la bonté, et que si la planète des hommes était froide et violente, les singes peuvent garder espoir, car ce jour marque la naissance de la planète des singes. Of the planet of the apes. Je suis partagé avec ce film. Je l'aime beaucoup, en tout cas j'aime énormément son thème, qui est très précis, fort et clair. Parce que si la lutte sociale, et surtout les droits civiques, n'étaient pas au centre des 3 premiers films et servaient juste un petit peu de toile de fond, ici c'est impossible de pas comprendre le parallèle avec l'esclavage et la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Le personnage de McDonald n'est pas afro-américain par hasard, on voit dès qu'il est introduit qu'il est sympathique envers la condition des singes, et c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le film met très bien en scène l'exposition entre les deux aspects du mouvement des droits civiques. La prise de liberté par la force, prônée par Malcolm X, et représentée par la révolution de César, et la lutte pacifique que prêchait Martin Luther King et dont le discours se retrouve dans les paroles de McDonald lorsqu'il convainc César d'arrêter la révolution. Mais le film n'était pas censé être aussi positif, sa fin a été énormément édulcorée, parce que le premier montage de la conquête de la planète des singes était si cru et si violent que la Fox a eu peur que le film perde son statut de tout public et força donc l'équipe à changer notamment la fin qui voyait les hommes de César complètement battre à mort le gouverneur Break, dans un film qui était bien plus cru et violent dans sa globalité. Mais changer une scène de fin entière avec 0 de budget, c'est pas possible. Alors à la place, ils ont juste réenregistré le discours de César, qui du coup est mis en hors-champ pour éviter les problèmes de synchro labial, et on met la scène où les singes approchent leur crosse du visage de Beck à l'envers pour le garder en vie. Et ce changement de ton entre celui voulu par les studios et celui des scènes tournées pour le film est symptomatique des autres problèmes du film. Puisque la scène d'introduction était à la base un singe qui s'enfuyait de son foyer après s'être défendu contre son maître qui le battait. Mais la scène a été jugée trop dure et pas utile au scénario. Du coup on se retrouve avec des plans en moins et il a fallu rajouter des plans quelque part. Et c'est la scène finale qui en a fait les frais, avec des plans qui s'étirent pour atteindre la durée d'1h30 requise par le métrage. Ce qui donne un acte 3 ultra mou, avec des scènes d'action qui ont un beau potentiel sur le papier, mais qui traînent bien trop longtemps. Et surtout, on ressent le manque de budget, le film n'a clairement pas assez d'argent pour atteindre ses ambitions. Alors en vrai, avec aussi peu de budget, c'est déjà un miracle d'avoir autant de singes à l'écran, mais le manque de diversité dans les décors et la faible quantité de personnages à l'écran fait perdre énormément de crédibilité à cette révolution, qui, je rappelle, est censée être d'ampleur mondiale. Alors que là, tu montes juste le prix de l'essence de 10 centimes et tu vois plus énervé sur l'avenue des Champs-Élysées. En somme, le film n'est pas foncièrement mauvais. Il n'a pas été trop mal reçu en plus, surtout par les communautés afro-américaines qui ont salué son message. Mais un nombre assez énervant de raccourcis scénaristiques et surtout ce manque de budget ont vraiment desservi le film, qui a fait des résultats très décevants au box-office. Et chez la Fox, on a vite compris que la poule aux œufs d'or était sur ses derniers retranchements, et il a vite été décidé que le prochain opus serait le dernier. Alors, pour terminer en grande pompe l'une des sagas les plus légendaires de l'histoire du cinéma, la Fox a décidé de mettre les petits plats dans les grands, avec un film grandiose, ambitieux, et digne d'être un boom final qui rendra hommage à cette saga mythique. Non, je déconne, ils ont donné à peine plus de budget que pour ce film, faisant de La bataille de la planète des singes une énorme déception, un pétard mouillé, souvent au coude à coude avec Le secret de la planète des singes, pour le titre de pire suite au film original. Now fight like apes! I guess you might say they just joined the human race. Oula, c'est déjà pas bon signe quand le film gratte 5 minutes en réutilisant des images des films précédents. Mais après ce résumé, on est jeté dans l'intrigue qui se déroule 20 ans après la conquête de la planète des singes. Comme prévu, l'humanité a causé sa propre destruction et César a mené les singes à créer un prototype de la cité des singes, où ils vivent avec des humains, bien que ces derniers ne soient pas aussi libres que leurs homologues simiesques et restent des citoyens de seconde classe. Le général Aldo, un gorille, est en retard en classe, où un humain, Abe, apprend aux singes à écrire, avec la règle la plus importante de leur civilisation, les singes ne tuent pas de singes. Aldo étant l'antithèse de l'expression « être malin comme un singe », il n'arrive pas à écrire aussi bien que l'élève modèle de la classe, Cornelius, fils de César et de Lisa.
Frustré, le général Gorille va déchirer la feuille de Cornelius, ce qui lui vaut de se faire gronder par Abe qui s'exclame « Non Aldo, non !» Choquant l'assemblée parce que ce mot était celui qui était utilisé par les hommes pour soumettre les singes et auquel ils étaient conditionnés électriquement à réagir. Aldo pète un câble, détruit la salle de classe et poursuit Abe jusqu'à César qui sépare la dispute. Ces tensions entre hommes et singes au sein de la cité commencent à inquiéter César, qui demande conseil à McDonald devenu son bras droit depuis les événements de la conquête de la planète des singes. César ne sait pas si sa façon de diriger les singes est la bonne et il se demande si ses parents auraient fait pareil. C'est là que McDonald lui apprend qu'il existe des enregistrements de Zira et de Cornelius datant de leur passage sur Terre, enfouis quelque part sous les décombres de la ville humaine, devenue un désert radioactif depuis les bombardements. Curieux et impatient de découvrir le visage des parents qu'il n'a jamais connus, César monte une expédition accompagné de McDonald et de Virgile, un orang-outan qu'on a vu déjà un petit peu avant et très intelligent, et il avait pris la défense de Abe face à César et Aldo. Après quelques jours de marche, ils arrivent dans la cité radioactive, et malgré le bruit du compteur GGR qui ressemble à une promesse de leur faire pousser une troisième couille, les trois compagnons s'enfoncent sous les décombres pour trouver les fameux enregistrements. C'est à ce moment-là qu'ils sont repérés par l'ancien adjoint du gouverneur Break, un dénommé Kolp qui vit avec les survivants humains dans les décombres qui ont muté après une exposition prolongée aux radiations. Et Kolp compte bien chasser les intrus malgré les réserves de son bras droit Mendez, qui se révélera être l'ancêtre des mutants du culte atomique rencontrés dans le secret de la planète des singes. Mendez pense que le trio n'est absolument pas belliciste, et pourtant Kolp ne va pas l'écouter et envoie ses hommes à la poursuite des explorateurs qui sont obligés de quitter la ville, mais pas avant d'avoir découvert les enregistrements dans lesquels César apprend la vérité sur le futur, sur la guerre menée par les gorilles et résultant en l'explosion de la Terre. Virgile tente de le rassurer en assurant que le futur n'est pas immuable et en avançant la même explication de la nature du temps que Aslin avait donnée dans Les Évadés de la planète des singes. Le trio arrive à s'enfuir de la ville et à échapper à Kolp, mais ce dernier les fait suivre pour trouver la cité des singes et frapper le premier avant une potentielle expédition punitive que les singes organiseraient pour anéantir les mutants restants. De retour à la cité, César organise un conseil extraordinaire pour savoir quoi faire si jamais les mutants attaquaient les singes. Mais dégoûtés de siéger au même niveau que les humains, Aldo et ses gorilles se retirent pour organiser un coup d'état en secret. Durant leur réunion nocturne, ils sont surpris par Cornelius, et dans un accès de colère, Aldo tranche la branche sur laquelle Cornelius est perché, le faisant s'écraser au sol. Il est retrouvé agonisant par terre par sa mère qui a entendu ses gémissements, et ramené à sa maison, là où elle pense avoir une chance de le soigner. Au lendemain, César apprend la triste nouvelle, les chances de survie de son fils sont extrêmement minces, au même moment où un garde de gorille annonce l'arrivée de l'armée mutante. César étant au chevet de son fils, Aldo prend le pouvoir en préparant la cité à la guerre et en profite pour mettre les humains en cage dans le but de les exécuter plus tard. Virgile arrive cependant à prévenir César au même moment où Cornelius rend son dernier souffle. C'est lourd de chagrin et la boule au ventre que César, le roi des singes, se prépare à affronter Aldo pour libérer les humains, mais il est interrompu par l'arrivée de Kolp et de l'armée mutante. Après une rude bataille, César arrive à mettre en déroute les mutants, mais toujours dans l'esprit de compassion que lui a enseigné McDonald, il préfère garder des prisonniers plutôt que d'exterminer ses adversaires. Il laisse même Kolp s'enfuir avec ce qu'il reste de son armée. Mais ce n'est pas exactement au goût de Aldo qui guide ses troupes pour massacrer Kolp et ses hommes alors qu'ils étaient en train de fuir, mettant un terme à la bataille pour la planète des singes. Le danger écarté, César s'apprête à libérer les humains, mais Aldo l'intercepte et menace de le tuer si jamais il les libère. C'est à ce moment que Virgile révèle qu'il sait qu'Aldo a tué Cornelius, provoquant la rage de César qui le poursuit jusqu'en haut d'un arbre, le faisant tomber et le tuant sur le coup. Horrifié par son acte et confronté par McDonald, César se rend compte que l'humain et le singe ne sont pas si différents. Il libère les humains et annonce que dorénavant, le singe et l'homme vivront ensemble en tant qu'égaux. Le récit se termine 600 ans plus tard, alors qu'un conteur d'histoire orang-outan raconte que les singes et les hommes vivent en harmonie même plusieurs siècles après la mort du roi César, ouvrant une fenêtre d'espoir sur le futur de la planète des singes. Peut-être que César a vraiment réussi à changer le futur. En zoomant sur une statue à son effigie, une larme nous fait penser que rien n'est moins sûr, et c'est sur cette touche mélancolique que se termine le dernier film de la saga originale de la planète des singes. J'ai vraiment du mal à analyser ce film, parce qu'on retrouve presque toutes les erreurs que la conquête de la planète des singes faisait juste avant lui. Les thèmes sont bien, et franchement, si on recule un petit peu sur le film, on se rend compte que le ton est vraiment bien et que le propos est super cool, mais on a plein de problèmes de rythme et de budget qui viennent entacher complètement le métrage. Du côté des thèmes,
Le film continue, comme son prédécesseur, à explorer les luttes pour les droits civiques, avec une inquiétude qui gagnait l'Amérique à l'époque, la peur que les descendants d'esclaves décident de se venger de leur oppresseur. Une peur se manifestant à l'époque par le Black Panther Party, dont les patrouilles armées censées défendre les quartiers noirs avaient été diabolisées par les médias et fait naître une image de groupe séparatiste ultra-violent dans l'imaginaire américain. Mais Arthur P. Jacobs, le producteur de la saga depuis le premier film, sait que cette dernière entrée doit porter un message de paix et d'espoir, d'où cette fin prônant la tolérance où l'on comprend que l'homme, comme le singe, est capable du meilleur comme du pire. En opposant Culp et Aldo qui prônent la destruction d'autrui, et César et McDonald ainsi que Mendez qui eux prônent l'acceptation et la paix. C'est vraiment un beau message, mais cette fin assez cryptique reste en demi-teinte. Beaucoup s'interrogent sur la signification de cette larme de César. Est-ce une larme de joie de voir enfin un avenir radieux, ou une larme de tristesse de savoir que ce rêve n'est que temporaire et que le terrible futur que Taylor découvrira un millénaire plus tard est immuable? Je vous laisse en débattre en commentaire. Mais sur le plan technique, le film est affreusement pauvre. Le manque de budget transpire par tous les orifices. Pourquoi donner un si petit budget à un film aussi ambitieux? La bataille, qui est quand même le putain de titre du film, est misérable. Les décors sont à peine passables pour une série télé de l'époque, et les maquillages des singes, qui, je rappelle, sont ce qui m'a fait tomber amoureux du premier film, sont ici de piètre qualité. Les bouches bougent à peine, voire pire, gênent les acteurs durant leurs répliques, ce qui sort complètement du film. Je suis vraiment déçu. J'ai approché cette franchise sans rien savoir, avec un esprit frais, sans préjugés, juste quelqu'un qui découvre cette saga. Mais sur 4 suites, j'ai eu une bouse soporifique, un film plutôt sympa, un film qui a les yeux beaucoup plus gros que son budget, et une conclusion ultra décevante. C'est vraiment dommage. Et pourtant, je peux pas dire que je déteste cette saga. Déjà parce que je salue l'abnégation des scénaristes qui ont toujours continué l'histoire sans rien mettre de côté. Même les putains de mutants télépathes débiles, ils les ont gardés. Et ils ont toujours continué de nous donner des personnages forts et charismatiques, loin du cliché habituel du perso fonction qui fait avancer l'histoire par dépit. Des personnages intelligents, logiques et dont les convictions nous sont toujours exposées au travers de dialogues incroyablement prenants, le tout servi par des acteurs talentueux qui ont su nous transporter même l'espace d'un instant dans ce futur terrible de la planète des singes. Je garderai un très bon souvenir de cette saga, une saga extrêmement illégale avec des hauts qui touchent le ciel et des bas qui restent enfouis sous les décombres radioactifs. Alors maintenant je me tourne vers vous. Comment je continue mon aventure? Est-ce que je regarde le remake de 2001 ou est-ce que je passe directement à la nouvelle trilogie? Si cette vidéo vous plaît et si vous voulez en voir plus, déjà abonnez-vous à la chaîne, et si vous laissez on va dire 50 likes sur cette vidéo, je traiterai sur la nouvelle trilogie. Mais si vous voulez que je traite du remake, il va falloir me convaincre, parce que je sais pas vraiment ce que je découvrirai. Est-ce que le remake sera plus du niveau des échappés et sera une plaisante surprise? Ou est-ce que ce sera une aussi grosse déception que le secret de la planète des singes? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je vous laisse décider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de la faire, même si c'était beaucoup de travail de traiter de 4 films pour la première fois. Pour les prochains épisodes, je vous laisse choisir, j'ai quelques idées en tête. Par exemple, j'ai toujours envie de parler de South Park Fractured But Whole, parce que il faudrait bien que je le fasse maintenant que j'ai fini ces films-là. Sinon, j'ai joué à Marvel Midnight Suns il y a pas longtemps, et le jeu est incroyable, et apparemment pratiquement personne n'y a joué, donc si vous voulez, je peux vous parler de ça. Et sinon, puisque c'est bientôt la sortie de Mad Max Furiosa, pourquoi pas se replonger dans ces films-là, hein? Bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, parce que si cette vidéo atteint les 50 likes, je parlerai déjà en priorité des préquels de la planète des singes. Parce que, franchement, je pensais pas qu'on les atteindrait la dernière fois, parce que mes vidéos font pas autant de vues que ça, mais vous avez tous adoré, j'ai gagné plein d'abonnés et tout, donc vraiment, merci à tous de me soutenir et de voir cette chaîne grandir en même temps que moi je la vois grandir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux dans les commentaires, hein, j'apprends plein de trucs, à chaque fois on discute et tout, c'est vraiment sympa. En tout cas, je vous laisse si vous voulez me conseiller des choses, hein, franchement. Je dis pas que je les traiterai, mais au moins ça me donnera peut-être des idées, qui sait. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, enfin vous connaissez la chanson, et je vous laisse. Je retourne fouiller ma caverne.